Ma grand-mère a élevé 3 enfants toute seule. Mais quand elle est tombée malade, ils se sont tous détournés d'elle. Lors de la réunion de famille, ils eux-mêmes mon père l'ont qualifiée de « fardéo » et ont refusé de s'occuper d'elle. Bonjour, je m'appelle Wyatt Leclerc. J'ai 20 ans, je suis étudiant en communication dans un collège d'Orléans. Mais si vous me demandez d'où je viens vraiment, je ne parlerai pas des rues bruyantes de Coulommiers où j'ai grandi, ni du dortoir exigu où je vis actuellement. Je vous parlerai d'une vieille maison en bois, isolée au bord de la Loire, entourée de champs de maïs infinis où le soleil se couche dans une lueur rouge ardente comme une promesse de demain. C'est la maison de ma grand-mère, Hélène Leclerc, et mon histoire commence vraiment avec elle. Je ne suis pas du genre à ressasser le passé, mais chaque fois que je pense à mon enfance, je me vois pédaler sur un vieux vélo le long d'une route de terre de 6 kilomètres, de la maison de mes parents à Coulommiers jusqu'à chez mamie. Cette route, avec la brise d'été portant l'odeur de l'herbe sèche et de la terre rouge, est devenue une partie de moi. C'est là que j'ai trouvé l'amour, le réconfort, et les premières cicatrices de la vie. Je n'étais pas un enfant modèle. À l'école, j'étais le garçon rebelle avec des notes moyennes, toujours en train de faire des bêtises. Une fois, j'ai volé des bonbons dans une épicerie, je me suis battu avec le garçon du voisin parce qu'il avait osé se moquer de moi. Dans ces occasions, mon père, Gérard Leclerc, me traînait dans un coin de la maison, me donnait quelques coups de ceinture en cuir, et grognait « Tu veux finir comme un voyou, Wyatt ?» Ma mère, Élise Leclerc, ne me frappait pas, mais son regard déçu me faisait me sentir comme un jouet cassé qu'elle ne savait pas réparer. Dans ces moments-là, tout ce que je voulais, c'était m'enfuir. Et je le faisais sur ce vélo branlant, droit vers la maison de mamie. Mamie Hélène était la seule à ne jamais me regarder comme un raté. Elle vivait seule dans une petite maison en bois avec un toit de tuiles usées et des fenêtres grinçantes qui claquaient dans le vent. La maison n'avait rien d'extraordinaire, juste un foyer simple avec l'odeur du vieux bois et le léger arôme du poulet mijoté en soupe. Mais pour moi, c'était le paradis. Chaque fois que j'arrivais, elle était sur le porche, portant un tablier vert délavé, son sourire doux comme le soleil d'hiver. « Wyatt, mon garçon, quels ennuis as-tu causé cette fois-ci » demandait-elle, son ton dépourvu de jugement. Puis elle m'attirait dans la cuisine, me servait un bol fumant de soupe au poulet, garni de grains de maïs doux qui scintillaient comme des gemmes. « Mange, puis raconte-moi tout. Cette soupe peut réparer n'importe quelle tristesse. Tu le sais. » Je ne sais pas si la soupe de mamie avait vraiment de la magie, mais chaque cuillère semblait faire fondre l'aiguillon de la ceinture, les réprimandes de mes parents, ou les regards méprisants des enfants à l'école. Je m'asseyais là dans sa cuisine douillette, baigné dans la lumière orange chaude d'une lampe suspendue, vidant tout mon sac. Du fait d'avoir cassé une fenêtre de classe et d'avoir été puni à rester dans le coin pour ne pas avoir mémorisé mes tables de multiplication. Elle n'interrompait jamais, ne jugeait jamais. Elle écoutait, hochant la tête de temps en temps, puis partageait ses propres histoires. Mamie Hélène avait été une jeune femme rêveuse travaillant comme serveuse dans une petite dînette à Sully-sur-Loire. Elle racontait ces jours-là avec des yeux pétillants, comme si elle revivait sa jeunesse. À l'époque, je portais une robe à carreaux, les cheveux attachés haut, me précipitant entre les tables, souriant même quand mes pieds étaient douloureux. Tout le monde m'aimait parce que je racontais de bonnes blagues. Mais ensuite, elle a rencontré mon grand-père, un mineur de charbon grand et silencieux. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés et ont eu 3 enfants. Mon père Gérard, l'oncle Douglas Leclerc, et la tante Patricia Leclerc. La vie semblait devoir être tranquille jusqu'au jour où mon grand-père est mort dans un accident de mine. Sa voix s'est alourdie en me le racontant. Ce soir-là, je me tenais à la porte en attendant mon mari pour le dîner. Mais seuls des hommes de la compagnie minière sont venus me dire qu'il était parti. À 32 ans, mamie Hélène s'est retrouvée seule pour élever 3 enfants. Pas d'argent, pas de famille sur qui compter, juste ses mains et une détermination inflexible. Elle travaillait comme serveuse le jour, cousait des vêtements la nuit, et faisait tout ce qu'il fallait pour nourrir ses enfants. Il fut un temps où tout ce que j'avais était une miche de pain et un peu de beurre, disait-elle. Je l'ai tranché finement, étalé le beurre, et j'ai dit aux enfants que c'était un festin royal. Gérard, ton père, y a cru et a mangé joyeusement. En entendant cela, j'ai ressenti une pointe de chagrin pour elle, mais elle a juste souri. Ce n'était pas de la souffrance, Wyatt. C'était de l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais n'importe quoi pour le rendre heureux. Ces étés avec mamie étaient les meilleurs moments de ma vie. Je me souviens me réveiller dans la petite chambre mansardée, la lumière du soleil traversant les lattes de bois, réchauffant la vieille couverture avec laquelle elle m'avait blotti.
Je courais en bas pour la trouver pétrissant la pâte pour le pain de maïs. Nous allions au jardin, arrachant les mauvaises herbes, arrosant les carrés de légumes, puis nous nous couchions sur l'herbe, regardant les nuages passer. Elle m'a appris à sentir le changement du vent, à écouter les oiseaux pour prédire la pluie. Tu dois apprendre à entendre le monde, Wyatt, disait-elle. Il te dira des secrets que les livres ne peuvent pas, mais mon enfance n'était pas toujours pleine de soleil. Certains jours, je faisais du vélo chez mamie non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je ne supportais pas l'atmosphère à la maison. Mon père, Gérard, était strict, mais parfois, j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas. Il travaillait dans une usine fabriquant des équipements agricoles, rentrant à la maison épuisé et irritable. Ma mère, Élise, était occupée par son travail de bureau, rarement à la maison. Il ne me demandait jamais ce que je voulais ou ce que je ressentais. Chaque fois que je faisais une bêtise, il me criait dessus ou me punissait. Une fois, j'ai cassé le vase préféré de ma mère, elle a crié, « Wati, pourquoi es-tu si maladroit? Tu ne peux rien faire de bien. » J'ai couru hors de la maison, les larmes coulant sur mon visage, pédalant vers mamie dans un mélange de colère et de douleur. Mamie Hélène était toujours là, comme un phare dans la nuit. Elle ne demandait pas grand-chose, me serrait juste contre elle, me laissant pleurer jusqu'à ce que j'ai épuisé mes larmes. Puis elle me conduisait à la cuisine, me mettait un bol de soupe devant. « Tu n'es pas une erreur, Wyatt, disait-elle. Tu es un garçon spécial. Un jour, tu feras de grandes choses, mais pour l'instant, mange. » Je ne savais pas comment elle pouvait croire en moi quand je ne croyais même pas en moi-même. Au fil des années, j'ai commencé à comprendre que mamie Hélène n'était pas seulement ma grand-mère. Elle était ma meilleure amie, mon professeur, le seul endroit où j'ai trouvé la sécurité que je ne trouvais nulle part ailleurs. Mais j'ai aussi commencé à remarquer quelque chose. Elle vivait seule. Et ses enfants, mon père Gérard, l'oncle Douglas Leclerc, et la tante Patricia Leclerc lui rendaient rarement visite. Une fois, je lui ai demandé, pourquoi papa ne vient-il pas plus souvent? Où sont oncle Douglas et tante Patricia? Elle a eu un triste sourire. Ils sont occupés, Wyatt. Chacun a sa propre vie. Mais je tais-toi, et c'est suffisant. Je n'ai pas tout compris. Comment pouvait-il la laisser seule? Mon père disait toujours qu'elle était têtue, refusant d'emménager chez la famille parce qu'elle voulait rester dans cette vieille maison pleine de souvenirs. L'oncle Douglas vivait à Lyon faisant quelque chose dans l'immobilier, appelant rarement. La tante Patricia était plus proche, mais elle avait 2 jeunes enfants et était toujours occupée. Regardant mamie nettoyer tranquillement la maison, cuisiner et s'occuper de son jardin, je me suis promis qu'en grandissant, je ne la laisserai jamais seule. Mais la vie n'est jamais aussi simple qu'une promesse d'enfant. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai quitté Coulommiers pour aller à l'université à Orléans. Ce jour-là, debout à la porte du collège, avec une vieille valise, j'ai eu l'impression d'un oisillon quittant le nid. Orléans était une petite ville, mais pour moi, elle était vaste et inconnue comparée à tout ce que j'avais jamais connu. Les bâtiments de briques rouges, les rues bordées de chênes, et le bourdonnement constant des étudiants dans les dortoirs me laissaient à la fois excité et anxieux. Je n'étais plus le gamin rebelle de Coulommiers, mais je ne savais toujours pas qui j'allais devenir. Mon dortoir était une petite chambre avec de la peinture blanche écaillée, un lit superposé grinçant, et un bureau en bois usé près de la fenêtre. Mon colocataire, Jack, était un étudiant en ingénierie maigre qui portait toujours des écouteurs et avait le visage collé à son ordinateur portable. Jack était sympathique, mais nous ne nous entendions pas vraiment. Il aimait écouter de la musique rock à fond et rester debout tard pour jouer à des jeux, tandis que je voulais juste du calme pour réfléchir à ce que je devais faire de ma vie. J'ai choisi la communication parce que ça sonnait cool. J'aimais l'idée de raconter des histoires, de faire des vidéos, ou même de devenir un youtubeur célèbre. Mais en réalité, je n'avais aucune idée par où commencer. Ces premiers jours à Orléans me semblaient isolants. Les conférences sur la théorie de la communication, le journalisme, l'histoire, ou l'écriture de scénarios me donnaient envie de bâiller. Je n'étais pas doué pour socialiser, j'avais peu d'amis, et chaque fois que je traversais la cafétéria du campus, je me sentais invisible dans la foule. Ma maison me manquait, les après-midi à vélo sur la route de terre jusqu'à chez mamie Hélène, l'odeur de sa soupe au poulet, et sa voix apaisante. Mais Coulommiers était à plus de 160 km d'Orléans, et je ne pouvais pas simplement prendre un bus tous les week-ends. Tout ce que je pouvais faire, c'était l'appeler, généralement la nuit, allongé sur mon lit, fixant le plafond. « Tu vas bien, Wyatt ?» me demandait-elle au téléphone, sa voix toujours aussi chaleureuse. « Oui, ça va,
répondais-je, bien que je me sente vide à l'intérieur. C'est juste que je ne sais pas si j'ai ma place ici. Tout le monde semble savoir ce qu'il veut, mais pas moi. Elle riait doucement comme si j'avais dit quelque chose de stupide. Wyatt, personne ne sait ce qu'il veut à 18 ans. Vis, essaie des choses, trébuche. Tu trouveras ton chemin, mais souviens-toi, si tu es fatigué, reviens me voir. Ma soupe t'attend. Ces mots étaient comme un médicament, me sortant de ma solitude. Puis un soir, en scrollant sur mon téléphone pour passer le temps, j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne YouTube. Je n'étais pas du genre à courir après les tendances, mais j'ai remarqué que mes camarades de classe faisaient de courtes vidéos amusantes, dansaient ou faisaient des farces pour obtenir des vues. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Je n'ai rien à perdre. Alors, j'ai commencé à filmer des vidéos stupides, moi faisant semblant d'être un présentateur d'informations avec une voix exagérée, ou moi me crachant à vélo en allant en cours avec des effets sonores amusants. Je n'attendais pas grand-chose, juste un moyen de libérer la frustration refoulée en moi. Ma première vidéo a obtenu quelques dizaines de vues, principalement de Jake et de quelques anciens amis de Coulommiers. Mais cela m'a rendu heureux. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de créer quelque chose, même si ce n'était que des clips de 15 secondes. J'ai commencé à poster plus régulièrement. De petites histoires sur la vie étudiante, des moments amusants en classe, ou moi me plaignant dans la cafétéria des purées de pommes de terre insipides de l'école. Lentement, ma chaîne YouTube a gagné quelques centaines d'abonnés. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour que je sente que je n'étais pas invisible. J'ai pris l'habitude de rendre visite à mamie Hélène au moins une fois par mois. La route de 6 km de Coulommiers à Sully-sur-Loire semblait plus longue maintenant, mais retourner dans sa vieille maison en bois était aussi familier que jamais. Elle était toujours là, toujours portant son tablier vert délavé, toujours préparant de la soupe au poulet avec des grains de maïs doux. Mais j'ai commencé à remarquer qu'elle vieillissait. Ses cheveux argentés étaient plus fins. Ses mains tremblaient quand elle pétrissait la pâte. Et elle s'asseyait souvent tranquillement sur le porche, regardant fixement les champs de maïs. J'ai demandé, « Tu vas bien, mamie ? Pourquoi ne demandes-tu pas à papa ou à oncle Douglas de réparer cette clôture cassée ?» Elle secouait juste la tête. « Ils sont occupés, Wyatt. Je peux me débrouiller. » Je ne voulais pas insister, mais je savais qu'elle était seule. Mon père, Gérard, était maintenant directeur dans l'usine, toujours occupé par des réunions. Ma mère, Élise, était toujours occupée par son travail de bureau et ses sorties entre amis. L'oncle Douglas Leclerc venait rarement en Île-de-France, envoyant seulement quelques cartes de Noël par an. La tante Patricia Leclerc était à proximité, mais préoccupée par ses 2 jeunes enfants. Et la dernière fois que je l'ai entendu parler de mamie, elle s'était plainte que mamie était têtue de ne pas vendre la maison en bois pour déménager en ville. Cela me mettait en colère, mais je ne savais quoi faire d'autre que de passer plus de temps avec elle. Un jour, lors d'une visite, j'ai eu l'idée de filmer une vidéo YouTube avec mamie. Je pensais que ce serait amusant et que cela pourrait la faire sourire. J'ai installé mon téléphone sur la table de la cuisine, j'ai appuyé sur enregistrer, et j'ai dit, « Mamie, je veux te filmer en train de faire de la soupe. Fais juste ce que tu fais toujours, et j'ajouterai de la musique sympa. » Elle était timide, me faisant signe de la main. « Oh, Wyatt, je suis trop vieille pour ça. Qui voudrait regarder ?» Mais j'ai supplié et elle a finalement accepté, marmonnant, « Tu es tellement idiot. » La première vidéo montrait mamie Hélène dans la cuisine remuant lentement une casserole de soupe, racontant des histoires de ses jours de serveuse. J'ai ajouté de la musique entraînante et une légende, ma grand-mère et sa soupe qui guérit l'âme, publique. Je n'attendais pas grand-chose, mais la vidéo a obtenu plus de 2000 vues du jour au lendemain. Les commentaires ont afflué. Ta grand-mère est tellement adorable. Peux-tu partager la recette de la soupe? Elle me rappelle ma grand-mère. Je l'ai lui et elle a juste ri, les yeux pétillants. Les enfants de nos jours sont étranges. Ils aiment regarder une vieille dame cuisiner. À partir de ce moment, j'ai filmé plus de vidéos avec elle. Parfois, elle m'apprenait à pétrir la pâte pour le pain de maïs. D'autres fois, elle parlait de grand-père ou elle s'asseyait sur le porche à tricoter un pull. Chaque vidéo avait un charme étrange. Pas à cause de mon montage ou de mes effets, mais à cause d'elle, de sa simplicité, de sa sincérité, et de l'amour dans chaque mot qu'elle prononçait. Ma chaîne YouTube a grandi pour atteindre 10 000, puis 20 000 abonnés. J'ai commencé à recevoir des messages d'étrangers disant que mes vidéos avec mamie leur rappelaient leur famille ou leur ville d'origine.
Une fille a écrit, « Regardez, ta grand-mère me fait appeler ma mère. » Merci. Je l'ai lu à mamie et elle a dit, « Eh bien, alors j'ai fait quelque chose de bien, Wyatt. » Mais la vie à Orléans n'était pas que des vidéos YouTube amusantes. L'école devenait plus difficile. Je travaillais à temps partiel dans un café sur le campus pour couvrir le loyer et les frais de scolarité, car mes parents n'étaient pas aisés. Les quarts de travail tard le soir me laissaient épuisé, et j'ai commencé à sécher les cours. Mes notes ont chuté, tout comme à l'époque de mes jours de rébellion à Coulommiers. J'avais peur de rater encore une fois, comme mon père me l'avait toujours prédit. Dans ces moments-là, j'appelais mamie. Elle ne me réprimandait jamais, disait juste, « Tu te débrouilles bien, Wyatt. Vas-y doucement, mais ne t'arrête pas. » Un soir d'automne, alors que je nouais mon tablier, me préparant pour mon quart de travail au café. Mon téléphone a vibré. Le nom de mamie Hélène s'est allumé à l'écran. J'ai souri, pensant qu'elle appelait pour partager une anecdote amusante ou pour prendre des nouvelles de ma vie à Orléans. Mais quand j'ai répondu, sa voix n'était pas la même. Elle était faible, tremblante, comme si elle retenait quelque chose. « Wyatt, dit-elle, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Tu es libre ?» Mon cœur a coulé. Elle parlait rarement comme ça. « Mamie, tu vas bien ? Où es-tu » ai-je demandé, ma voix urgente. « Je suis dans une petite chambre de motel à Coulommiers » a-t-elle répondu, sa voix s'éteignant. « Je viens de quitter la maison de tes parents. J'ai besoin de te voir. » Je n'ai pas posé d'autres questions. Une vague d'effroi m'a submergé, comme si quelque chose de terrible se passait. J'ai détaché mon tablier, me suis précipité chez mon patron, et j'ai plaidé pour une absence. « J'ai une urgence familiale » ai-je dit, sans attendre son approbation avant de filer. J'ai attrapé le dernier bus d'Orléans à Coulommiers, me blottissant sur le siège arrière, fixant les champs de maïs sombres dans la nuit. Pendant le trajet de 2 heures, j'ai rappelé mamie, mais elle n'a pas répondu. J'ai texté mon père, ma mère, demandant ce qui n'allait pas avec elle, mais personne n'a répondu. Un sentiment d'impuissance m'a étranglé. Je voulais juste y arriver vite pour m'assurer qu'elle allait bien. Quand le bus s'est arrêté à Coulommiers, il était tard. Mamie m'avait envoyé l'adresse d'un petit motel en périphérie, où les lampadaires étaient tamisés et l'air mordait de froid. J'ai pris un taxi là-bas, le cœur battant. Le motel était une rangée de chambres délabrées avec des murs écaillés et une légère odeur de moisi. J'ai frappé à sa porte, appelant doucement, « Mamie, c'est moi. » La porte s'est ouverte, et elle était là, sa silhouette frêle voûtée, les cheveux argentés ébouriffés, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Elle portait un vieux pull, serrant un petit sac en tissu comme si elle venait de fuir quelque part. « Watty, » murmura-t-elle, en me serrant dans ses bras. « Tu es venu. » Je l'ai guidée vers le lit simple de la petite chambre de motel où la lumière fluorescente rendait son visage encore plus pâle. « Mamie, que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu ici au lieu d'être à la maison » ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme, bien que mon esprit soit en plein tumulte. Elle est restée silencieuse un moment, puis a soupiré, sa voix tremblant. « Wyatt, je suis malade. Le docteur dit que j'ai une insuffisance rénale et que j'ai besoin de dialyse régulière. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis allé demander de l'aide à tes parents. » J'ai serré sa main, sentant ses doigts fins et froids. « Et ensuite ? Qu'est-ce que papa et maman ont dit ? Où sont oncle Douglas et tante Patricia ? » Elle a baissé la tête, les lèvres serrées, comme si les mots lui faisaient mal. « Je suis allé chez ton père à Coulommiers. J'ai parlé à Gérard de ma maladie. Je ne demandais pas grand-chose, juste un peu de soutien, un endroit où rester ou quelqu'un pour m'aider à aller à l'hôpital. Gérard a convoqué une réunion de famille, faisant venir Douglas et Patricia. J'ai hoché la tête, attendant qu'elle continue, mais sa voix s'est brisée. Lors de la réunion, personne ne voulait aider, Wyatt. Gérard a dit qu'ils avaient des difficultés, que les coûts de la dialyse étaient trop élevés, et qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Douglas a dit qu'il était occupé par un projet à Lyon. Sa femme était sur le point d'accoucher, et il n'avait pas le temps. Patricia a dit qu'elle avait ses 2 enfants à charge et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Ils m'ont dit que je devrais aller dans une maison de retraite, vendre la maison en bois, simplifier les choses. J'ai senti mon sang bouillir. Ils ont dit ça, ai-je demandé, ma voix tremblant de colère. Ce sont tes enfants. Comment ont-ils pu dire de telles choses ? Elle s'est levée, s'avançant vers la porte. Je comprends, Wyatt, a-t-elle dit doucement.
Ils ont leur propre vie, leur propre lutte. Je ne leur en veux pas. Mais quand ils ont dit ces choses, je me suis juste levé et je suis parti. Je ne voulais pas rester là où je me sentais comme un fardeau. Je les serrais dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage. Je ne pouvais pas croire que mon père, mon oncle Douglas Leclerc, et ma tante Patricia Leclerc, les enfants pour lesquels elle avait sacrifié sa vie, puissent lui tourner le dos. Je me suis rappelé ces histoires. Les nuits où elle veillait tard à coudre pour gagner de l'argent. Le pain et le beurre qu'elle appelait un festin royal pour que ses enfants ne se sentent pas affamés. Et maintenant, alors qu'elle avait le plus besoin d'eux, ils trouvaient des excuses, refusaient, et la laissaient seule dans cette chambre de motel froide. Mamie, je ne te laisserai pas seule, ai-je dit fermement. Je t'emmène à Orléans vivre avec moi. Je prendrai soin de toi, peu importe à quel point ce sera difficile. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Wyatt, tu es jeune, toujours à l'école, tu travailles. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je ne souffre pas, ai-je répondu, lui serrant plus fort la main. Tu es la personne la plus importante pour moi. Je ne te laisserai pas aller dans une maison de retraite ou vivre seule. Nous sommes une famille, tu te souviens? Elle a souri, un sourire faible mais aimant. Tu es tellement idiot, Wyatt. Le lendemain, je suis allé à Sully-sur-Loire pour emballer ses affaires. Quelques vêtements, son tablier vert délavé, et la vieille marmite qu'elle utilisait pour la soupe. Nous avons pris un bus pour retourner à Orléans dans ma minuscule chambre de dortoir. Jake, mon colocataire, avait déménagé pour vivre avec sa petite amie, donc c'était juste moi et mamie. La chambre était exiguë avec un lit superposé, un petit bureau, et un petit coin cuisine. Chaque matin, je me levais tôt, préparais le café pour elle, puis me précipitais vers les cours ou le travail. Le soir, je l'emmenais à l'hôpital pour sa dialyse. Ces jours n'ont pas été faciles. J'étais épuisé, les dettes de frais de scolarité s'accumulaient, et ma chaîne YouTube, autrefois pleine de vidéos joyeuses avec mamie, était délaissée. Mais chaque fois que je la voyais assise dans le coin, tricotant ou préparant une soupe au poulet avec les quelques ingrédients que nous avions, je savais que j'avais fait le bon choix. Elle essayait de ne pas être un fardeau. Elle nettoyait la chambre, pliait mes vêtements, et parfois quand je rentrais des cours, elle avait un bol de soupe chaude prêt pour moi. Tu deviens maigre, Wyatt, disait-elle, me posant le bol devant. Mange, puis raconte-moi ta journée. Je mangeais. Et comme quand j'étais enfant, toute ma fatigue semblait fondre, et la douce saveur du maïs et du poulet. Mais au fond de moi, ma colère couvait. Je ne pouvais pas pardonner à mon père, à l'oncle Douglas Leclerc, ou à la tante Patricia Leclerc. Ils l'avaient abandonné, la mère qui leur avait tout donné. Je me suis juré, je ne serai jamais comme eux. Je donnerai à mamie une vie meilleure, quoi qu'il en coûte. Je ne savais pas comment, mais je savais que je devais essayer. Plusieurs mois passèrent et la vie de mamie et la mienne devinrent de plus en plus difficiles. Le coût de sa dialyse était comme une lourde pierre sur mes épaules. Chaque facture d'hôpital semblait étouffante. Mon travail à temps partiel au café couvrait à peine le loyer et la nourriture, et j'avais plusieurs mois de retard sur les frais de scolarité. J'essayais de le cacher à mamie, ne voulant pas qu'elle s'inquiète, mais elle semblait me lire à travers. Un soir, alors que j'étais assis à mon bureau, penché, calculant nos finances, elle a posé sa main sur mon épaule. « What » dit-elle doucement, « tu n'as pas apporté ça tout seul. Si c'est trop dur, je trouverai un moyen. » « Non, mamie, ai-je répondu fermement. « Je te promets de prendre soin de toi et je le ferai. » Mais au fond, j'avais peur. Je ne savais pas comment tenir cette promesse. Un matin, alors que je me préparais pour les cours, mamie a soudainement dit, « Wyatt, je veux faire quelque chose. Je ne veux pas rester assise ici toute la journée à être un fardeau pour toi. » J'étais stupéfait. « Mamie, tu dois te reposer. Tu es malade. » J'ai assez reposé, dit-elle, sa voix résolue. J'ai été serveuse toute ma vie, j'ai élevé 3 enfants seule. Je ne suis pas inutile. Tu connais un endroit qui a besoin d'aide. Quelque chose de léger. Je peux m'en charger. J'ai secoué la tête, ne voulant pas qu'elle travaille. Mais ses yeux, forts, déterminés, rendaient impossible de refuser. J'ai pensé à la cafétéria du collège où je déjeunais. Il manquait toujours de personnel, surtout à l'arrière de la cuisine, pour laver la vaisselle ou préparer les ingrédients. Je vais me renseigner, ai-je dit, bien que je m'inquiétais toujours qu'elle ne soit pas assez forte.
Le lendemain, je l'ai emmenée à la cafétéria et je l'ai présentée à Marie, la responsable. Marie était une femme d'âge moyen avec ses cheveux relevés, toujours souriante, mais stricte en matière de travail. J'ai brièvement expliqué la situation de Mamie, soulignant qu'elle n'avait besoin que de tâches légères comme la préparation de la cuisine ou le nettoyage. Marie l'a regardé, puis moi, un scepticisme dans ses yeux. « Tu es sûr qu'elle peut gérer ça ? C'est un endroit très animé, pas un lieu pour se reposer. Ma grand-mère a été serveuse toute sa vie, ai-je dit fièrement. Elle est plus forte que vous ne le pensez. » Mamie Hélène a souri et a ajouté, « Marie, je ne suis pas aussi rapide qu'avant, mais je sais travailler. Donnez-moi juste une chance. » Marie a hoché la tête, acceptant de laisser Mamie essayer pendant quelques jours, aidant à la cuisine avec des tâches comme laver les légumes, couper les ingrédients et nettoyer. Ces premiers jours, j'étais une épave nerveuse. J'avais peur qu'elle ne s'épuise ou ne puisse pas supporter les exigences du travail. Mais chaque fois que je passais par la cafétéria après les cours, je la voyais dans le coin de la cuisine, portant un tablier blanc, pelant lentement des pommes de terre ou triant des légumes verts, fredonnant une vieille mélodie. Les autres employés de la cuisine se sont attachés à elle. Ils l'appelaient affectueusement Mamie Hélène, et un jeune chef taquinait, « Mamie, tu travailles lentement mais sûrement. Nous apprenons de toi. » Elle semblait retrouver une nouvelle vie. Chaque soir, quand je la récupérais, elle me parlait du personnel de la cafétéria, des plats qu'ils préparaient, et de la façon dont ils faisaient mal les sandwichs. « Ils mettent trop de mayonnaise, Wyatt, disait-elle, secouant la tête. Un bon sandwich a besoin d'équilibre, tu sais. » J'ai ri, la voyant revivre, même si ses mains tremblaient encore quand elle tenait une cuillère. Puis un jour, une opportunité s'est présentée, inattendue comme un rayon de soleil perçant les nuages noirs. C'était un vendredi et la cafétéria était bondée d'étudiants pour un événement de basket-ball. Marie manquait de personnel et la cuisine était le chaos. Au milieu de la frénésie, Marie s'est tournée vers Mamie Hélène, en plaisantant à moitié, « Hélène, tu étais serveuse, alors tu dois savoir cuisiner quelque chose de bon, n'est-ce pas ? Il nous manque de la soupe aujourd'hui. Tu as des recettes spéciales ?» Mamie m'a jeté un regard comme pour demander mon approbation. J'ai hoché la tête, souriant. « Mamie, fais ta soupe au poulet. Personne ne l'a fait mieux. » Elle était timide, mais Marie lui a tapoté l'épaule. « Vas-y, Hélène. Si les étudiants l'aiment, je te paierai un supplément aujourd'hui. » Mamie s'est mise au travail. J'ai regardé alors qu'elle rassemblait soigneusement les ingrédients. Un peu de poulet, quelques pommes de terre, une poignée de maïs doux, et du persil du garde-manger de la cuisine. Elle a remué la marmite sur la cuisinière, les yeux concentrés comme un artiste peignant un chef-d'œuvre bien aimé. L'arôme s'est répandu dans la cafétéria, doux et chaud, faisant même s'arrêter le personnel de la cuisine pour respirer. Quand la soupe a été prête, Marie a pris une cuillerée, ses yeux s'illuminant. « Hélène, c'est incroyable. Elle va figurer au menu maintenant. » Ce jour-là, la soupe au poulet de Mamie a été servie en spécial. Des centaines d'étudiants se sont alignés, curieux d'essayer la soupe Mamie Hélène inscrite sur le menu. Je me tenais dans un coin de la cafétéria, les regardant prendre leur bol, la goûter, et hocher la tête en signe d'approbation, chuchotant à leurs amis. Un groupe de filles près de moi a crié « Oh mon Dieu, c'est tellement bon !» Qui a fait ça ? Un gars en casquette de baseball a crié « Je peux avoir un autre bol ?» Les rires et les bavardages ont rempli la cafétéria et j'ai vu Mamie au comptoir, le visage rougi d'embarras, mais les yeux pétillants de fierté. Je n'ai pas pu résister. J'ai sorti mon téléphone et j'ai filmé une courte vidéo capturant Mamie remuant la marmite et les étudiants faisant la queue en mangeant joyeusement. J'ai ajouté une légende, la soupe qui guérit l'âme de Mamie Hélène est de retour. Je l'ai posté sur YouTube cette nuit-là, à peine édité, juste avec une musique de fond douce. Je ne m'attendais pas à grand-chose, pensant juste que c'était un doux souvenir à conserver. Mais le lendemain matin, quand j'ai vérifié mon téléphone, j'étais stupéfait. La vidéo avait plus de 50 000 vues, des centaines de commentaires, et les chiffres continuaient de grimper. Ta grand-mère est si adorable. Cette soupe a l'air incroyable. Où est la recette ? A demandé une autre personne. Quelqu'un a même commenté, ta grand-mère devrait ouvrir un restaurant. J'y mangerai tous les jours. Mon cœur s'emballait en lisant chaque commentaire. Je l'ai lu à Mamie, et elle a juste ri, disant, c'est ça, Wyatt, je n'ai jamais pensé que les gens se soucieraient de moi comme ça. Mais ce n'était pas juste une marmite de soupe. C'était le début de quelque chose de plus grand,
une opportunité à laquelle je n'avais jamais osé rêver. La vidéo a continué à se propager, atteignant 100 000, puis 200 000 vues. Ma chaîne YouTube a explosé, passant de 20 000 à 50 000 abonnés en quelques jours. J'ai commencé à recevoir des messages d'étrangers, pas seulement des compliments sur la nourriture de mamie, mais aussi des partages de leurs propres histoires personnelles. Une personne a écrit « Ta grand-mère me fait penser à ma famille ». Une autre a dit « Tu es formidable de t'occuper d'elle. Je veux vous aider tous les deux ». Je l'ai lu à mamie, et elle a juste souri, disant « C'est ça, Wyatt, l'amour trouve toujours un moyen ». Je ne savais pas à l'époque que de cette marmite de soupe, de cette vidéo, une nouvelle porte s'ouvrait. La communauté YouTube, mes amis de l'école, et même des inconnus commençaient à remarquer notre histoire. Une étincelle s'était allumée et pour la première fois, j'ai senti que je pouvais tenir ma promesse à mamie de lui offrir une vie meilleure. Pas seulement avec de l'amour, mais avec une vraie opportunité. La vidéo de la soupe au poulet de mamie Hélène a tout changé. En une semaine, ma chaîne YouTube est passée de 50 000 abonnés à près de 100 000. Chaque jour, je recevais des dizaines de messages d'étrangers, non seulement des éloges pour la cuisine de mamie, mais aussi des partages de leurs propres histoires personnelles. Mais ce n'était pas seulement de l'encouragement. Un matin, alors que je vérifiais mon téléphone avant les cours, un commentaire YouTube m'a arrêté net. Un utilisateur nommé Rêveur Orléanais a écrit « Wyatt, toi et ta grand-mère mériteriez un petit restaurant pour vendre cette soupe. Je veux contribuer de l'argent pour vous aider tous les deux. Y a-t-il un moyen de faire un don ?» J'ai relu le commentaire, incapable de croire mes yeux. Contribuer de l'argent pour mamie et moi. Je n'y avais jamais pensé. L'idée d'ouvrir une dinette semblait un rêve lointain alors que je luttais pour payer le loyer et les factures d'hôpital. J'ai répondu aux commentaires en les remerciant, mais sans savoir quoi faire ensuite. Je me suis tourné vers mamie. Quelqu'un veut nous donner de l'argent pour ouvrir une dinette. Ils disent que ta soupe vaut la peine d'être vendue. Elle a regardé, surprise. Une dinette ? Oh, Wyatt, je suis trop vieille pour ça. Ne dis pas ça, ai-je dit fermement. Les gens adorent ta nourriture. Ils t'adorent. Je pense que nous devrions essayer. Elle m'a regardé, puis a esquissé un doux sourire. Tu es tellement idiot. Mais si tu veux, je te soutiendrai. Ne me laisse juste pas trop travailler. J'ai commencé à réfléchir sérieusement. Ouvrir une petite dinette n'était pas simple. Cela demandait de l'argent, un plan, un espace. Je ne savais rien des affaires, juste un étudiant en communication noyé sous les dettes de frais de scolarité. Mais l'idée s'est accrochée à moi comme une petite flamme qui ne voulait pas s'éteindre. J'ai décidé de la partager sur YouTube. J'ai filmé une courte vidéo dans notre dortoir exigu avec mamie en arrière-plan pétrissant la pâte. Face à la caméra, j'ai dit « Vous avez tous aimé la soupe de ma grand-mère. Certains d'entre vous ont demandé si nous pouvions ouvrir une petite dinette. Je ne sais pas par où commencer, mais si vous voulez aider, nous serions très reconnaissants. C'est notre histoire. » J'ai brièvement partagé comment mamie était malade, comment je l'avais fait venir vivre avec moi, et mon rêve de lui offrir une vie meilleure. J'ai posté la vidéo, le cœur battant, incertain si quelqu'un s'en soucierait. Le lendemain matin, j'ai failli laisser tomber mon téléphone. La vidéo avait plus de 300 000 vues. Les commentaires affluaient. Je veux faire un don. Cette soupe mérite sa propre dinette. Mamie Hélène est un trésor. Ouvrez ce restaurant. Un utilisateur a suggéré, pourquoi ne pas lancer un GoFundMe ? Je donnerai tout de suite. Je n'avais jamais entendu parler de GoFundMe, mais j'ai cherché et créé une page intitulée « Aide mamie Hélène à ouvrir une petite dinette ». J'ai fixé un objectif modeste de 5 000 €, suffisant pour un petit espace et les premiers ingrédients. J'ai partagé le lien sur YouTube, pensant que quelques centaines seraient un miracle. Ce qui s'est passé m'a laissé bouche bée. En 48 heures, le GoFundMe a collecté plus de 2 000 € auprès d'étrangers de tout l'Orléans, de la région Centre-Val de Loire, même du Royaume-Uni et d'Australie. Une personne a donné 50 €, écrivant « Pour mamie Hélène, qui me rappelle la famille ». Une autre a envoyé 100 € disant « J'ai hâte de goûter cette soupe un jour ». J'ai lu les messages à mamie. Et elle s'est assise là, les yeux embués. « Wyatt, dit-elle, je n'aurais jamais pensé que les gens se soucieraient de moi comme ça. » Le soutien ne s'est pas arrêté à YouTube. À l'école, l'histoire de mamie Hélène s'est rapidement répandue. Un après-midi,
Alors que j'étais à la cafétéria, une camarade de classe nommée Mia m'a pris à part. Mia, étudiante en commerce, portait toujours des chemises blanches impeccables, ses cheveux relevés en chignon, ses yeux vifs suggérant qu'elle savait toujours ce qu'elle faisait. Wyatt, dit-elle, j'ai vu ta vidéo YouTube. Es-tu sérieux à propos de l'ouverture d'une dinette? Oui, je veux essayer, ai-je répondu, un peu timide. Mais je ne sais pas par où commencer. Je suis un ignorant en affaires. Mia a souri. Par chance pour toi, je ne le suis pas. Je peux t'aider à rédiger un plan d'affaires. Tu dois déterminer ce que la dinette vendra, les coûts, et comment attirer les clients. Tu as déjà une marque. Mamie Hélène et sa soupe. J'étais stupéfait par son enthousiasme. Pourquoi veux-tu aider? Tu me connais à peine. Mia a haussé les épaules. J'aime ton histoire avec ta grand-mère. C'est authentique. De plus, j'ai besoin d'un projet du monde réel pour mon cours de commerce. C'est gagnant-gagnant. J'ai hoché la tête, me sentant comme si j'avais trouvé une alliée inattendue. Mia s'est mise au travail immédiatement. Elle a passé des heures avec moi dans la cafétéria, esquissant un plan d'affaires dans un cahier. Nous avons décidé que la dinette s'appellerait le Grandma LNS, se concentrant sur sa soupe au poulet et un sandwich au poulet grillé qu'elle faisait autrefois avec de la viande tendre, des légumes frais, et une sauce spéciale qu'elle avait créée. Mia a calculé les coûts, la location d'un petit espace près du campus, l'achat des ingrédients, et la décoration simple. Il te faudra environ 10 000 € pour commencer, a-t-elle dit. Ton GoFundMe est sur la bonne voie, mais tu auras besoin de plus de soutien. Pendant ce temps, d'autres amis de l'école se sont joints à nous. Ryan, étudiant en design graphique, s'est porté volontaire pour créer un logo. Il s'est assis avec moi et Mamie un après-midi pour esquisser des idées. Ce devrait être simple, a-t-il dit. Peut-être Mamie Hélène tenant une marmite de soupe avec Grandma LNS écrit dans un style manuscrit doux. Mamie a ri du premier croquis. Oh, Wyatt, j'ai l'air d'une sorcière préparant une potion. Mais quand Ryan a finalisé le logo, une image chaleureuse d'elle près d'une marmite avec un texte manuscrit doux, elle a hoché la tête. C'est magnifique. Merci, Ryan. Le soutien de la communauté m'a submergé. Le GoFundMe a atteint 8 000 € en 2 semaines, et j'ai commencé à chercher un local à louer. J'ai trouvé un petit magasin près du campus, anciennement une boulangerie qui avait fermé. Ce n'était pas grand, juste assez pour 10 tables, mais il y avait une petite cuisine et des fenêtres donnant sur une rue bordée de chênes. J'ai emmené Mamie le voir, et elle s'est tenue dans l'espace vide, les yeux brillants. Wyatt, dit-elle, je n'ai jamais pensé avoir ma propre dinette. Mais si nous faisons ça, je veux que ça ressemble à ma cuisine de Sully-sur-Loire. Chaleureux, simple, un endroit où les gens se sentent chez eux. Nous avons commencé à préparer. Mia m'a aidé à négocier avec le propriétaire pour le loyer le plus bas possible. Ryan a imprimé des affiches et le logo à accrocher dans la dinette. J'ai filmé des mises à jour YouTube remerciant tout le monde pour leur soutien et partageant nos progrès. Chaque vidéo a obtenu des milliers de likes et le GoFundMe a atteint 12 000 €. J'ai utilisé l'argent pour acheter des équipements de cuisine de base, des ingrédients et payer le premier mois de loyer. Mamie Hélène, malgré sa santé fragile, venait aider chaque jour. Elle m'a appris à choisir du maïs frais, à griller la viande pour qu'elle reste tendre, et à mélanger sa sauce spéciale pour sandwich. N'utilise pas trop de mayonnaise, Wyatt, m'a-t-elle prévenu sévèrement. Les clients ne vont pas aimer ça. Le jour de l'ouverture de Grandma LNS fut inoubliable. Nous avons ouvert un samedi matin frais, le ciel était clair et l'air vif. Je me tenais au comptoir, tremblant de nerfs, tandis que Mamie remuait une marmite de soupe dans la cuisine. Ryan a accroché une enseigne en bois à l'extérieur gravée de Grandma LNS, où l'amour devient nourriture. Mia se tenait dehors distribuant des flyers aux étudiants qui passaient. Je n'étais pas sûr que quelqu'un viendrait, mais en moins de 30 minutes, la dinette était pleine. Des étudiants, des professeurs, même des locaux faisaient la queue pour essayer la soupe et les sandwichs. Les rires et les bavardages remplissaient l'air, et l'arôme de la soupe au poulet flottait dans l'espace. Un groupe d'étudiants a applaudi après avoir goûté la soupe. C'est exactement comme dans la vidéo. Une dame âgée d'Orléans, aux cheveux argentés comme Mamie, lui a tenu la main et a dit « Tu me rappelles ma mère. » Merci. Mamie se tenait au comptoir, rougissante mais rayonnante de bonheur. J'ai filmé une courte vidéo capturant la foule animée et Mamie souriant aux clients,
la postant sur YouTube avec la légende, premier jour de Mamie Hélène. Merci à tous. La vidéo a atteint 500 000 vues du jour au lendemain. Seulement un mois après l'ouverture, ma chaîne YouTube a atteint 300 000 abonnés. Chaque vidéo que je postais, qu'il s'agisse de Mamie remuant la soupe, m'apprenant à griller de la viande, ou simplement assise près de la fenêtre de la dinette à tricoter et à discuter avec les clients, accumulait des millions de vues. J'ai commencé à recevoir des messages d'autres youtubeurs voulant visiter et filmer à la dinette. L'un d'eux, nommé Foodie Vib avec plus de 500 000 abonnés, m'a envoyé un message. Wyatt, je veux venir à Orléans pour faire une critique de Grandma LNS. La soupe de ta grand-mère fait sensation en ligne. J'ai accepté immédiatement, bien que mon cœur battait d'inquiétude. Le jour où Foodie Vib est arrivé, la dinette était plus occupée que d'habitude. Ethan, un jeune homme aux cheveux teints en vert et une caméra toujours à la main, est entré avec un énorme sourire. Mamie Hélène, a-t-il crié comme s'il la connaissait depuis toujours. Elle lui a fait signe de la main, embarrassée. Oh, ne me filme pas. Je ne suis pas une actrice. Mais Ethan était charmant, la filmant en train de faire la soupe, l'interviewant sur l'origine des recettes, et capturant la longue file de clients dehors. Quand Ethan a posté sa vidéo sur YouTube, elle a atteint plus d'1 million de vues en 3 jours. Il a également partagé notre lien GoFundMe et les dons ont grimpé à 20 000 €. Je n'arrivais pas à croire mes yeux. Mamie, ai-je dit, la serrant dans mes bras. Nous allons devenir riches. Elle a ri franchement, me tapotant le dos. Riche, mon pied, Wyatt, je veux juste cuisiner pour les gens. C'est assez. Mais l'attention ne s'est pas arrêtée là. Un après-midi, alors que je débarrassais les tables, un homme en costume est entré. Il s'est présenté comme Tom Carvey, un investisseur alimentaire de Rouen qui avait vu mes vidéos YouTube. Wyatt, a-t-il dit, sa voix calme et assurée. J'ai goûté la soupe de votre grand-mère ce matin. Ce n'est pas seulement délicieux, ça a une âme. Je veux investir dans Grandma LNS. La transformer en une chaîne de dinette. Qu'en pensez-vous? J'étais stupéfait, incertain de la façon de répondre. Une chaîne? J'étais juste un étudiant de 20 ans qui n'avait jamais rien imaginé au-delà de garder cette petite dinette en activité. J'ai jeté un coup d'œil à Mamie, qui était au comptoir en train de discuter avec un groupe d'étudiants. Monsieur Tom, je dois parler à ma grand-mère, ai-je dit. C'est son rêve, et je veux qu'elle soit d'accord. Ce soir-là, j'ai raconté à Mamie l'offre de Tom. Elle s'est assise sur une chaise en bois dans la dinette, tenant une tasse de thé, les yeux distants. Wyatt, dit-elle, je n'ai jamais pensé faire quelque chose de grand. Je voulais juste cuisiner et rendre les gens heureux. Mais si tu penses que c'est bien pour nous, je te soutiendrai. Promets-moi juste une chose. Ne laisse pas la dinette perdre son âme. J'ai hoché la tête, me sentant à un carrefour majeur. Promis, Mamie. Grandma LNS sera toujours un endroit où les gens se sentent chez eux. Nous avons rencontré Tom à nouveau quelques jours plus tard. Il a présenté un plan. Ouvrir 2 autres succursales à Rouen et Tours, conçues pour reproduire l'original, simple, confortable, avec la soupe au poulet et les sandwichs au poulet grillé comme point focal. Il a offert un investissement initial de 100 000 € pour une participation de 40%. Mia, mon amie en commerce, s'est jointe à moi pour la réunion, analysant le contrat et conseillant la prudence. C'est une opportunité énorme, Wyatt, a-t-elle dit. Mais tu dois garder le contrôle. Ne les laisse pas transformer Grandma LNS en une chaîne de restauration rapide sans âme. Avec l'aide de Mia, j'ai négocié pour conserver 60% de propriété et le contrôle du menu. Tom a accepté et nous avons signé le contrat. J'ai eu l'impression d'entrer dans un nouveau monde, à la fois excité et terrifié. Pendant ce temps, une autre surprise est arrivée. Une chaîne de télévision locale de l'Orléanais, France 3 Centre-Val de Loire, m'a contacté. Ils voulaient inviter Mamie et moi à un talk show pour partager l'histoire de Grandma LNS. Toi et ta grand-mère inspirez tellement de gens, a dit le producteur au téléphone. Nous voulons que notre public entende parler de votre parcours. J'ai accepté, bien que j'ai été assez nerveux pour trembler. Je n'étais jamais passé à la télévision, et Mamie avait toujours fui les caméras. Mais quand je lui ai dit, elle a juste ri. Si tu veux, j'irai. Ne les laisse juste pas me faire porter quelque chose de tape à accent grave-l'œil. Le jour du talk show, nous avons été conduits à un petit studio à Rouen. Mamie portait son pull vert préféré,
ses cheveux argentés soigneusement tirés en arrière, un look simple mais radieux de chaleur. Je portais une chemise blanche, Mia a insisté pour que j'en achète une, mes mains tremblant alors que nous entrions sur le plateau. L'animatrice, une femme nommée Sarah, nous a accueillis avec un sourire éclatant. Wyatt, mamie Hélène, votre inspiration de l'Orléanais, a-t-elle dit, provoquant de vifs applaudissements dans le public. L'interview a commencé en douceur. Sarah a posé des questions sur la soupe, la dinette, et comment YouTube avait changé nos vies. J'ai partagé les moments difficiles où j'ai amené mamie vivre avec moi et le soutien de la communauté. Mamie était assise à côté de moi, souriant, intervenant occasionnellement. Wyatt est un garçon idiot, mais il a un grand cœur. Le public a ri, et j'ai senti mon visage rougir. Puis Sarah a posé une question qui nous a pris tous deux par surprise. Mamie Hélène, qu'est-ce qui vous pousse à cuisiner même avec vos problèmes de santé? Mamie a fait une pause, les yeux distants. Je cuisine parce que c'est ma façon d'aimer, dit-elle. À l'époque, je cuisinais pour mes enfants pour qu'ils ne meurent pas de faim. Maintenant, je cuisine pour Wyatt, pour les étudiants pour qu'ils se sentent au chaud. Parfois, un bol de soupe en dit plus que des mots. La pièce est tombée dans le silence, puis a éclaté en applaudissements. J'ai regardé mamie, les yeux embués, et je n'ai pas pu retenir mes propres larmes. Sarah a souri, disant « Mamie Hélène, vous êtes un trésor. Et Wyatt, tu es un petit-fils incroyable. » J'ai tenu sa main, me sentant comme si le monde nous regardait, mais à ce moment-là, c'était juste moi et elle, comme les jours dans sa cuisine de Sully-sur-Loire. L'interview a été diffusée quelques jours plus tard, déclenchant une frénésie sur les réseaux sociaux. Notre petite dinette est devenue plus qu'un lieu de rencontre pour étudiants, attirant des clients de toute la France. Certains ont conduit des heures depuis Lyon, même Bruxelles, pour goûter la soupe et rencontrer mamie. Les revenus ont grimpé en flèche, suffisamment pour rembourser mes dettes de frais de scolarité et couvrir ses frais de dialyse. J'ai embauché plus de personnel pour qu'elle ne travaille pas trop, mais elle aimait toujours se tenir au comptoir à discuter avec les clients. Wyatt, a-t-elle dit une fois, je n'aurais jamais pensé vivre pour voir ce jour. Merci. Mais tout n'était pas parfait. Alors que la dinette gagnait en popularité, la pression augmentait. Je jonglais entre l'école, la gestion de la dinette et le soin de mamie. Certaines nuits, je veillais tard à examiner les factures, à répondre aux messages des clients et à m'inquiéter de l'avenir. Tom poussait à ouvrir la deuxième succursale plus rapidement que prévu, et je craignais que la dinette ne perde la simplicité que mamie chérissait. Mais chaque fois que je la voyais sourire aux clients, je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Grand-ma Hélène n'était pas juste une dinette. C'était son rêve, mon rêve, et le rêve de milliers de personnes qui nous soutenaient. J'ai commencé à réaliser qu'à partir d'une marmite de soupe, nous avions construit une communauté. Mais je savais aussi qu'avec la célébrité venaient de nouveaux défis. Et ces défis n'ont pas tardé. Car un jour, les 3 enfants de mamie, mon père, l'oncle Douglas Leclerc, et la tante Patricia Leclerc, sont soudainement apparus à la porte de la dinette. C'était un samedi après-midi animé chez Grand-ma Hélène. La dinette était bondée comme d'habitude. Je nettoyais une table dans un coin, la sueur perlant sur mon front, quand la porte vitrée s'est ouverte. Mon père, Gérard Leclerc, en costume froissé, l'oncle Douglas Leclerc en tenue coûteuse de Lyon, et la tante Patricia Leclerc serrant un grand sac à main, le visage tendu, entrèrent. J'ai figé, tenant toujours le chiffon, sentant le temps s'arrêter. Wyatt, mon père a parlé le premier, sa voix basse mais maladroite. Nous devons parler. J'ai jeté un coup d'œil à mamie Hélène, qui était derrière le comptoir. Ses yeux ont vacillé d'inquiétude lorsqu'elle a vu ses 3 enfants. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier et s'est avancée, disant doucement, « Gérard, Douglas, Patricia, pourquoi êtes-vous ici ?» Sa voix était calme, mais je pouvais entendre la douleur enfouie profondément, comme une cicatrice qui ne guérissait jamais complètement. Je les ai conduits à une petite table en bois à l'arrière où mamie se reposait souvent. La dinette bourdonnait toujours de clients, mais j'ai demandé à Mia de surveiller le comptoir pendant un moment. « De quoi s'agit-il, papa ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme, bien que la colère bouillonne à l'intérieur. Je n'avais pas oublié cette réunion de famille à Coulommiers quand ils ont tourné le dos à mamie, la laissant seule dans cette chambre de motel froide. Mon père s'est éclairci la gorge, jetant un coup d'œil à l'oncle Douglas Leclerc pour obtenir du soutien. « Wyatt, nous avons vu à quel point toi et mamie vous portez bien avec la dinette. Nous sommes fiers de vous deux.
Il a fait une pause comme pour choisir ses mots avec soin. Nous voulons aider. Nous voulons faire partie de Grandma LNS. L'oncle Douglas Leclerc a sauté, sa voix douce comme celle d'un vendeur expérimenté. Wyatt, tu as fait quelque chose d'incroyable avec cet endroit, mais tu es jeune, inexpérimenté. J'ai des contacts à Lyon. Je peux aider à faire évoluer ça. Faire venir de plus gros investisseurs. Nous devrions travailler ensemble en famille. La tante Patricia Leclerc, avec un sourire forcé, a ajouté. Exactement, Wyatt. Ta grand-mère est notre mère. Nous voulons nous assurer qu'elle est bien soignée. Et la Dinette, elle a besoin de quelqu'un pour gérer les finances. Je peux aider à ça. Je me suis assis là à les regarder, ayant l'impression de venir d'entendre une mauvaise blague. En famille, ai-je fait l'écho, ma voix plus froide que je ne le voulais. Comment pouvez-vous parler de famille quand vous l'avez abandonnée quand elle avait le plus besoin de vous? Mamie Hélène a posé une main sur mon épaule, sa voix douce. Wyatt, calme-toi. Ne parle pas comme ça à ton père, à ton oncle et ta tante. Mais je ne pouvais pas me retenir. Je me suis levé, regardant directement dans les yeux de mon père. Papa, oncle Douglas, tante Patricia, vous vous souvenez comment mamie est venue vous demander de l'aide? Elle était malade. Elle avait besoin de vous et vous lui avez dit d'aller dans une maison de retraite. Maintenant, la Dinette est célèbre et vous voulez en faire partie. Vous me prenez pour un imbécile? L'air est devenu lourd. Le visage de mon père est devenu rouge et il a bégayé. Wyatt, nous avions des difficultés à l'époque. J'allais aider ta grand-mère. Mais quoi? Je l'ai interrompu. Mais tu étais trop occupé par ta propre vie. Elle vous a élevés tous les trois toute seule sans l'aide de personne. Et quand elle avait besoin de vous, vous n'étiez pas là. Ne me parlez pas de famille. L'oncle Douglas Leclerc fronça les sourcils, son ton s'endurcissant. Wyatt, tu es trop émotif. Nous sommes ses enfants. Nous avons le droit d'être impliqués là-dedans. Tu ne peux pas monopoliser mamie et son entreprise. Monopoliser, ai-je fait un rire amer, la colère s'enflammant. Je l'ai accueilli chez moi dans un dortoir exigu alors qu'aucun de vous ne s'en souciait. J'ai payé sa dialyse, j'ai construit cette dinette avec l'aide d'étrangers, pas de vous. Vous n'avez pas le droit d'exiger quoi que ce soit. La tante Patricia Leclerc a commencé à pleurer, mais je n'étais pas sûr si ses larmes étaient réelles ou fausses. Wyatt, nous sommes désolés. Nous avions tort. Nous voulons nous rattraper auprès d'elle. Tu ne lui rendais jamais visite, tu n'appelais jamais, tu ne prenais jamais de ses nouvelles. Elle vivait seule dans cette maison en bois pendant des années, et tu ne t'en souciais pas. Ne me parle pas d'amour. J'étais sur le point de craquer. Mamie Hélène m'a serré la main, me tirant de nouveau sur mon siège. Ça suffit, Wyatt, dit-elle, sa voix ferme mais gentille. Ce sont mes enfants. Je ne veux pas que notre famille se batte comme ça. Je les regardais, mon cœur me faisait mal. Mamie, ils ne te méritent pas. J'ai entendu tes histoires sur le fait de les élever seuls. Je t'ai vu pleurer dans cette chambre de motel. Je ne peux pas les laisser abuser de toi à nouveau. Elle a secoué la tête, les yeux rouges. Wyatt, je sais qu'ils avaient tort, mais je leur ai pardonné. Je ne veux pas garder rancune. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux et que cette dinette réussisse. Si mes enfants veulent t'aider, je leur donnerai une chance. Mais c'est à toi de décider, car c'est toi qui as tout fait. Je suis resté silencieux, déchiré intérieurement. J'avais envie de leur crier dessus, de les jeter hors de la dinette. Mais ses yeux m'ont arrêté. Elle était toujours comme ça. Toujours indulgente, toujours aimante, même quand ce n'était pas réciproque. Je me suis tourné vers mon père, l'oncle Douglas Leclerc, et la tante Patricia Leclerc. Si vous voulez aider, faites-le sincèrement, mais ne pensez pas pouvoir arriver et profiter de cette entreprise. Mamie et moi l'avons construite, et nous continuerons de la construire. Mon père a hoché la tête, sa voix plus calme. Je comprends, Wyatt. Je vais le prouver. Je le promets. L'oncle Douglas Leclerc et la tante Patricia Leclerc ont également hoché la tête, mais leurs yeux n'inspiraient pas confiance. Je savais qu'ils n'étaient pas là par amour pour mamie, mais pour la renommée de Grandma LNS. Pour son bien, j'ai accepté de leur donner une chance, à condition que chaque décision passe par moi. Ils sont partis après la conversation tendue, promettant de revenir pour discuter des détails.
Je savais que je devrais les surveiller de près. Mia, qui avait tout entendu du comptoir, est venue et m'a tapoté l'épaule. Tu as bien fait, Wyatt, dit-elle. Tu as protégé mamie et ton rêve, mais fais attention. Les gens comme ça ne changent pas facilement. J'ai hoché la tête, ressentant un nouveau poids sur mes épaules. La dînette prospérait, mais leur apparition m'a rappelé que le succès s'accompagne toujours de défis. Je me suis tourné vers mamie, qui essuyait le comptoir, et j'ai dit, « Mamie, je ne laisserai personne te blesser à nouveau. Je le promets. » Elle a souri, me prenant la main. Je sais, Wyatt. Tu es l'homme en qui j'ai toujours cru. Ces paroles étaient comme un médicament, apaisant ma colère. Mais je ne m'attendais pas à ça. Quelques jours plus tard seulement, une autre tempête allait frapper. Pas de l'extérieur, mais des personnes même que j'appelais autrefois famille. C'était un mercredi matin. J'aidais mamie à préparer les ingrédients pour sa soupe pendant que Mia gérait la caisse. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications YouTube. Je pensais que c'était juste des commentaires sur notre dernière vidéo, mais quand j'ai ouvert l'application, j'ai figé. Une courte vidéo de 2 minutes devenait virale, atteignant plus de 700 000 vues en quelques heures seulement. Son titre, La vérité sur la famille de mamie Hélène. J'ai appuyé sur lecture et mon cœur s'est arrêté. La vidéo capturait la conversation entre moi, mon père, l'oncle Douglas Leclerc, et la tante Patricia Leclerc dans le coin de la dînette l'autre jour. Elle a été filmée secrètement à distance, les images légèrement floues, mais le son cristallin. J'ai entendu ma propre voix en colère. Vous me prenez pour un imbécile? Vous l'avez abandonnée quand elle avait le plus besoin de vous, et maintenant vous voulez faire partie de cette entreprise. Puis la réponse froide de l'oncle Douglas Leclerc, nous sommes ses enfants. Nous avons le droit. Et le ton faux de la tante Patricia Leclerc, nous voulons nous racheter auprès d'elle. La vidéo s'est terminée avec mamie Hélène me tenant la main, disant, ça suffit, Wyatt. Je ne veux pas que notre famille se batte comme ça. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quelqu'un dans la dînette ce jour-là, probablement un client, l'avait enregistré et mis en ligne. Les commentaires étaient une tempête. Ces gosses sont sans vergogne, a écrit l'un. Mamie Hélène mérite de l'amour, pas d'être exploitée, a dit un autre. Certains ont commencé à fouiller les profils de réseaux sociaux de mon père, de l'oncle Douglas Leclerc, et de la tante Patricia Leclerc, et la communauté en ligne a commencé à les critiquer sans relâche. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi se sentait justifiée de voir la communauté se rallier à mamie, mais une autre partie était inquiète. Je ne voulais pas qu'elle endure plus de douleur ni que nos drames familiaux soient exposés ainsi. J'ai jeté un coup d'œil à mamie coupant des légumes dans le coin de la cuisine et j'ai décidé de ne pas lui en parler. Mais je ne m'attendais pas à ça. Quelques heures plus tard seulement, j'allais devoir faire face à la fureur irrationnelle de mon père, de l'oncle Douglas Leclerc, et de la tante Patricia Leclerc. D'abord ce fut mon père. Mon téléphone a sonné alors que je nettoyais après la fermeture. Wyatt. Sa voix bouillait au bout du fil. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as posté cette vidéo pour nous salir, n'est-ce pas? Tu veux que le monde pense que je suis une personne horrible. Papa, ce n'est pas moi qui l'ai posté, ai-je répliqué, essayant de rester calme. Quelqu'un l'a filmé secrètement. Et tu sais quoi? Tout ce qu'il y a dans cette vidéo est vrai. Tu as abandonné mamie. Comment oses-tu parler à ton père comme ça? Tu n'es qu'un gamin qui utilise ma mère pour gagner de l'argent. Ne pense pas que tu es meilleur que moi. Sa colère m'était familière, faisant écho à mon enfance. J'ai raccroché, mes mains tremblant. Moins d'1 heure plus tard, l'oncle Douglas Leclerc a appelé, sa voix glaciale et tranchante. Wyatt, pour qui te prends-tu à laisser le monde m'humilier? Je vais poursuivre cette dînette si tu ne retires pas cette vidéo. Tu ruines ma réputation à Lyon. Oncle Douglas, vous devriez vous demander pourquoi votre réputation est ruinée, ai-je répondu, ma voix se durcissant. Si vous vous souciez de mamie, vous ne l'auriez pas laissée seule dans ce motel. La tante Patricia Leclerc a appelé en dernier, sa voix tearful, mais teintée de venin. Wyatt, comment as-tu pu me faire ça? Je voulais juste aider ta grand-mère, et tu m'as fait passer pour la méchante. Tu es ingrat. Ingrat. Je me suis presque laissé emporter. Vous savez qui est ingrat? Vous, papa, et oncle Douglas, ceux qui ont laissé mamie Hélène seule quand elle avait le plus besoin de vous. Ne m'appelez plus jamais. Je ne veux plus rien entendre de vous.
J'ai raccroché, le cœur battant. Je me suis affalé sur le sol de la cuisine, les genoux repliés, sentant comme si le monde m'écrasait. J'avais espéré, ne serait-ce qu'un peu, qu'ils s'excuseraient, qu'ils montreraient des remords pour ce qu'ils avaient fait à mamie. Mais non, ils ne se souciaient que de leur réputation, de leur argent, et de leur soi-disant part de famille. Leur cupidité était à nu et j'ai réalisé qu'ils ne changeraient jamais. J'ai décidé de couper le contact. J'ai bloqué les numéros de mon père, de l'oncle Douglas Leclerc, et de la tante Patricia Leclerc. Je ne voulais pas qu'ils s'approchent de mamie. Je ne voulais pas qu'ils la blessent à nouveau. 1 an s'est passé comme un rêve. Grandma LNS est devenue une chaîne avec des succursales à Rouen, Tours et ailleurs. J'ai abandonné mes études pour devenir PDG et créateur de contenu. Mais chaque jour, je passais encore du temps avec mamie dans la petite cuisine où tout a commencé. Je lui ai acheté une nouvelle maison avec un jardin vibrant comme elle en avait toujours rêvé et j'ai engagé une infirmière privée pour s'occuper d'elle. Chaque après-midi, nous nous asseyions ensemble à manger sa soupe au poulet et au maïs doux, comme au temps où j'étais enfant, faisant du vélo jusqu'à sa maison en bois à Sully-sur-Loire. Mais ce voyage n'était pas seulement une question de succès. Il m'a appris que la famille n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui vous aiment et vous soutiennent quand vous en avez le plus besoin. Mon père, l'oncle Douglas Leclerc, et la tante Patricia Leclerc ont choisi d'abandonner mamie. Et j'ai appris que parfois, il faut laisser tomber les relations toxiques, aussi douloureux que cela puisse être. La communauté en ligne, les étrangers sur YouTube, sont devenus notre vraie famille, nous offrant amour et soutien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Si je pouvais vous dire une chose, c'est ceci. Chérissez ceux qui vous aiment inconditionnellement et n'hésitez pas à les défendre. Mamie Hélène m'a appris que l'amour est action. Les bols de soupe chaud, les nuits blanches, le pardon malgré un cœur brisé. J'étais autrefois un gamin rebelle qui pensait qu'il allait échouer. Mais mamie croyait en moi. Et j'ai appris que vous pouvez faire n'importe quoi si vous croyez en vous-même et si vous avez quelqu'un qui croit en vous. Vivez pour les petits moments. L'odeur de la soupe dans la cuisine. Le sourire de quelqu'un que vous aimez. Et rappelez-vous, peu importe à quel point la vie devient difficile, l'amour trouve toujours un moyen. Tout comme un pot de soupe nous a transportés d'un dortoir exigu à de grands rêves.